Bonjour tout le monde. C'est un grand jour aujourd'hui pour nous puisqu'on a l'occasion pour la première fois de présenter officiellement notre modèle de gestion inclusive en entreprise. Donc, on a surtout hâte d'avoir vos commentaires après la présentation, vraiment. Et je vais commencer par faire une petite description de la Fondation Famille Jules Dallaire, une brève. Donc, on a pour mission, la Fondation, c'est de contribuer à créer une communauté forte et inclusive dans laquelle chaque individu trouve sa place. On est une fondation de proximité. On travaille toujours avec tous les organismes, tous les acteurs du milieu pour monter des projets qui vont essayer de contribuer à combler des trous de service dans la communauté. Pour monter ces projets, on apporte aussi notre expertise entrepreneuriale. C'est une expertise qu'on a et qu'on apporte dans le développement des projets. Donc, naturellement, bien, le modèle de gestion est teinté par cette vision-là, par cette expertise-là qu'on a. Voilà. Alors, on travaille avec trois clientèles principales à la Fondation. On travaille avec les personnes à risque d'itinérance. On travaille aussi avec les jeunes vivant avec un polyhandicap. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est les personnes vivant avec des différences intellectuelles, DI et TSA. Voilà. Alors, le modèle de gestion inclusive, comment c'est arrivé? Pendant quelques années, on a fait une veille stratégique des options socio-professionnelles de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. C'est en toute humilité qu'on vous présente aujourd'hui les constats qu'on a faits qui ne sont pas issus d'une recherche, d'une grande recherche approfondie. C'est issu vraiment des constats qu'on a faits au travers de nos yeux d'entrepreneurs. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a observé avec cette vision-là, c'est que les modèles utilisés souvent n'incluent pas les travailleurs à 100% et il n'y a pas nécessairement de possibilité d'avancement. C'est-à-dire qu'on va faire la même tâche pendant plusieurs années. Au niveau des travailleurs, c'est le rythme d'apprentissage qui souvent va être trop élevé, un manque d'accompagnement, mais en particulier pour le développement du potentiel de la personne. Donc, et au niveau des entreprises, ben, les modèles actuels, ils vont prendre moins compte de la réalité de productivité, de rentabilité, compétitivité, puis aussi les entrepreneurs ont peu d'accompagnement dans ça. Et le dernier constat qu'on a retenu, c'est au niveau des parents tuteurs, ben, il y a une problématique au niveau de la rémunération versus les avantages sociaux du carnet de santé. Il y a un besoin d'être assuré. Il y a des enjeux à ce niveau-là qu'on a essayé d'aborder dans le modèle de gestion inclusive. Donc, on a développé ce modèle-là pour essayer de répondre à trouver des solutions à ces constats-là, mais aussi dans le but d'outiller les entreprises pour faire leur développement de l'employabilité et pour aussi maximiser le maintien en emploi. Donc, voilà. Donc, c'est Mme Stéphanie Dallaire-Dufresne, la belle Stéphanie, qui va vous expliquer plus en détail en quoi consiste le modèle. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais davantage m'attarder à vous expliquer notre modèle de gestion inclusive en entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quoi le concept de base de ce modèle-là? En fait, l'idée, c'est de combiner les approches d'intégration professionnelle et d'inclusion sociale. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, l'intégration professionnelle, ça va être les tâches professionnelles qui vont être adaptées à la personne. Alors que l'inclusion sociale, c'est davantage le milieu de travail qui va adopter la personne. Dans notre modèle, on a trois acteurs qui sont très importants. On a bien sûr le travailleur en haut qui est partie prenante de cette démarche-là, mais on a aussi deux autres personnes importantes. On a entre autres un intervenant EDI, donc EDI pour équité, diversité et inclusion, qui va être un intervenant qui va aider l'entreprise donc à intégrer au niveau des tâches et à inclure au niveau social le travailleur. Puis, on a un autre acteur très important, il s'agit du mentor. Le mentor, c'est un employé qui existe déjà dans l'entreprise, qui va recevoir une formation pour pouvoir accompagner au quotidien
l'intégration et l'inclusion du travailleur. Ce qui est intéressant avec notre modèle, en fait, c'est qu'en ajoutant les mentors dans la boucle, en fait, ça va permettre d'augmenter le ratio d'intervention à 1,12 ou à 1,18. Normalement, avec cette clientèle-là, ce serait un intervenant pour 6 travailleurs, mais en ajoutant les mentors, on permet d'augmenter grandement le ratio. Comme vous pouvez voir, on parle d'un ratio de 1 pour 12,18. Fait que notre modèle, c'est sûr qu'il est davantage fait pour les plus grandes entreprises, donc qui peuvent recevoir plusieurs travailleurs en même temps. Donc, notre modèle de gestion, comment est-ce qu'il se traduit en action? Bien, on a 3 volets principaux. Donc, on a le côté rémunération des travailleurs, on a le côté méthode de formation des travailleurs en entreprise, puis finalement, on a un guide d'implantation en entreprise. Donc, je vais commencer bien sûr avec la rémunération des travailleurs. Ça va encore avec les défis qu'on a observés là, dans notre veille stratégique. En fait, il y avait différentes réalités qui ont été observées au niveau de la rémunération. Le premier étant que pour les travailleurs, l'enjeu, c'est que la période d'apprentissage est souvent trop courte pour arriver au fonctionnement souhaité dans le délai imparti par l'entreprise. Donc, ce qui fait que parfois, les travailleurs vont simplement quitter l'emploi parce que la pression est trop importante en début d'emploi, ou encore qu'il peut y avoir des mises à pied parce que les entrepreneurs ont besoin de quelqu'un qui va apprendre un petit peu plus vite, puis ils ne savent pas comment bien encadrer en fait ces travailleurs-là. Au niveau de l'entreprise, c'est un petit peu l'inverse en fait, c'est que les entreprises veulent et doivent rémunérer en fait pour un travail qui est rendu, mais que ça leur apporte des enjeux de rentabilité si la personne prend plus de temps. Finalement, il y a la réalité de la famille dont Sylvie vous a brièvement parlé tout à l'heure, là, au niveau justement de la peur de perdre des avantages sociaux. On sait que les travailleurs peuvent avoir eu des mauvaises expériences, ils vont faire des on and off au milieu de l'emploi. Donc, l'idée, c'est de gagner la confiance graduellement puis montrer que notre modèle va être quelque chose qui va être là à long terme pour les travailleurs. Puis finalement, on a un grand point d'intérêt qui est la justice sociale, en fait, qui est de s'assurer que les conditions des programmes ou des stages ne vont pas traiter les travailleurs comme du cheap labor, à défaut d'avoir un mot plus fort en français. Donc, avec ces défis-là, nous, on a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait essayer de régler la plupart de ces défis-là. En fait, notre solution, ça a été de diviser la présence d'un travailleur dans une entreprise en stades d'employabilité. Donc, nous, on s'attarde à 2 stades. On a le stade du développement de l'employabilité, puis on a le stade de l'employabilité en tant que tel. Donc, en développement de l'employabilité, c'est simple. En fait, le travailleur va être en formation. Donc, il va avoir un statut de « en formation ». À ce moment-là, il va faire des apprentissages plus généraux, comme apprendre à connaître son entreprise, la familiarisation avec l'environnement, avec son équipe. C'est quoi les règles à suivre? Est-ce qu'il y a des règles de sécurité particulières? Donc, tout ça, on prend le temps de lui montrer comme on montre en fait à n'importe quel nouvel employé d'une entreprise. Puis, en plus, on fait l'apprentissage des compétences du métier. Donc, nous, en fait, dans notre modèle, on montre un métier complet ou un poste au complet. Ce ne sont pas seulement certaines tâches qui vont être adaptées, c'est vraiment le métier au complet. Donc, nous, on va faire un plan de formation professionnelle sur 1 an. Donc, nous, l'idée, c'est que la période de développement de l'employabilité soit sur plus ou moins 1 an. On s'entend que ça peut aller un petit peu plus vite ou des fois, il peut avoir un petit peu plus long, mais c'est notre objectif. Et au niveau de la rémunération, lorsque la personne est en développement de l'employabilité, bien, en fait, ce serait d'utiliser des programmes d'intégration et d'aide à l'accompagnement pour aider à la fois le travailleur et à la fois les entreprises à gérer cette période de formation-là. Mais un coup que le travailleur est capable de faire toutes ses tâches, connaît ce qu'il a à faire et connaît son entreprise, en fait, ça devient un employé à part entière de l'entreprise. Il n'est plus en formation, il n'est plus en stage. Donc, à ce moment-là, la personne va être autonome dans l'exécution de ses tâches, même si elle a besoin d'être accompagnée de manière plus ponctuelle de temps à autre, que ce soit par le mentor ou par l'intervenant EDI, qui sont toujours là tout au long de l'emploi de la personne. En fait, ils ne quittent pas au bout d'1 an après la formation, ils restent dans l'entreprise et il reste auprès du travailleur. Et lorsque la personne est autonome, ben, en fait, c'est simplement selon l'échelle salariale et le niveau de productivité, donc selon l'entreprise. Donc, la personne devient un employé à part entière avec un salaire comme tous les autres employés de l'entreprise. Bien sûr, il y a encore la possibilité d'avoir accès à certaines mesures financières, donc que ce soit des possibilités de contrat d'intégration au travail, des programmes d'aide à l'accompagnement ou des programmes d'aide financière. À ce niveau-là, ça dépendra de chacun des cas. Donc, ça, c'était la partie rémunération des travailleurs. Ensuite, moi, je vais vous parler de la méthode de formation des travailleurs en entreprise.
Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour montrer tout ce qu'on a à montrer à un nouveau travailleur? En fait, c'est en deux grandes étapes. Donc, tout d'abord, on va commencer par décortiquer le métier et ensuite, on va placer tout ça dans un plan d'apprentissage sur un an. Donc, pour décortiquer le métier, comme je vous ai dit, nous, on montre le métier au complet ou le poste au complet. Donc, chaque métier va être divisé en compétences. Les compétences vont être divisées en tâches. Ensuite, les tâches vont être classées en 3 niveaux de difficulté d'apprentissage. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne réussit pas à faire les tâches du niveau 1 qu'il ne pourra pas nécessairement passer aux tâches du niveau 2. Ça va vraiment aller selon les compétences de chaque travailleur puis les intérêts aussi. Puis après ça, chaque tâche va être expliquée par des séquences d'apprentissage qui vont être adaptées en routine avec visuel. Ce qui fait qu'on peut montrer des tâches à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas dénombrer. Il y a des possibilités à ce niveau-là, tout dépendant des types d'emplois et de postes. Donc, pour vous donner un exemple, en fait, nous ici à la Fondation, on montre le métier de commis en alimentation, donc dans une cuisine au complet, à des travailleurs qui ont des différences intellectuelles. La compétence numéro 6 que j'ai pris comme ça, c'est apprêter des denrées alimentaires brutes. Comme vous pouvez voir, cette compétence-là a été divisée en différentes tâches et les tâches ont été mises en 2 niveaux. Donc ici, on n'a pas 3 niveaux. Mais c'est simplement pour indiquer que si on prend la tâche 6.1 qui est de laver, peler, éplucher des fruits et des légumes, ben, c'est peut-être un peu plus simple que la tâche 6.4 qui est de nettoyer, couper ou hacher des viandes, des charcuteries et des poissons qui vont demander peut-être une dextérité différente, peut-être des normes sanitaires différentes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se base au niveau pour niveler en fait les tâches. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas capable de faire la tâche 6.1 qu'il ne sera pas capable d'effectuer la tâche 6.4. Donc, ensuite, ces tâches-là vont être toutes divisées en routine visuelle. Donc, ici, on a l'exemple de comment arriver à couper des céleris en bâtonnets. Donc, ça, c'est une des routines qu'on a en cuisine. Après ça, on va avoir la même routine pour apprendre à couper des céleris en cubes, apprendre à couper des céleris en rondelles. Puis après ça, on va avoir ça pour tous les légumes, tous les fruits. Puis, on a un beau cahier de routine en ce sens-là. Donc, ensuite, on va prendre toutes ces tâches-là, toutes ces compétences-là, puis nous, on va les répartir dans ce qu'on a appelé un plan d'apprentissage professionnel sur un an. Pour un petit peu plus de simplicité, on a décidé de diviser le plan en 4 trimestres qui vont être adaptés aux besoins et aux capacités du travailleur. En fait, c'est que nous, on va mettre des tâches à apprendre dans les 3 premiers mois. Mais par contre, si le travailleur apprend plus vite que prévu, ben, on ne va pas attendre à la fin du trimestre avant d'ajouter des nouvelles tâches. Donc, on va en ajouter plus rapidement. Au contraire, si la personne a besoin d'un petit peu plus de temps pour acquérir certaines tâches, bien, pour nous, ce n'est pas grave. On va simplement transférer les tâches dans le 2e trimestre ou dans le 3e trimestre, même au besoin. Ce plan d'apprentissage-là va être en fait utilisé par les mentors et l'intervenant EDI sur une base hebdomadaire. Ça va entre autres leur permettre de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'on doit montrer, OK, on est rendu où pour s'assurer que tout le monde suit au même niveau. Les plans d'apprentissage peuvent aussi être transférés aux travailleurs en tant que tels. Il n'y a pas de secret pour nous, donc c'est vraiment, on travaille le plan d'apprentissage avec eux pour s'assurer que tout fonctionne bien. On va avoir des évaluations trimestrielles des acquis par les mentors et par l'intervenant faites basées sur le plan d'apprentissage. Ce qui nous différencie de plusieurs des autres modèles de formation, en fait, c'est que nous, ce ne sont pas des évaluations qui vont être basées sur un succès ou un échec. En fait, c'est vraiment pour voir où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'il reste à faire, puis comment on va le faire. Donc, nous, à la fin de la formation, l'idée, ce n'est pas de dire, bon, ben, la personne a passé, a un certificat ou quoi que ce soit. C'est vraiment de travailler sur les forces de la personne. Donc, de dire, voici ce que la personne est capable de faire. Et d'aller en ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment pour la partie des apprentissages plus théoriques, si on veut, donc des apprentissages des tâches du métier. Par contre, notre formation va aussi inclure des parties sur le comportement, sur le savoir-être et sur l'autodétermination. Donc, ce sont toutes des parties qui sont très importantes pour le quotidien en entreprise, mais aussi dans la vie personnelle des travailleurs, en fait. Donc, ça apporte des plus sur les 2 côtés. Donc, à ce sujet-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en théorie, on va y aller en exemple, en mise en situation, en atelier de groupe. Ça va être appliqué au jour le jour.
Donc, nous, au début, on s'était dit, ben voici ce qu'on devrait montrer à nos nouveaux travailleurs. Mais par contre, des fois, il arrive des situations qui fait que, ben finalement, on va commencer par cette situation-là à la régler. Donc, entre autres, on a eu un petit enjeu au niveau du mémérage. Donc, je vous présente cet exemple-là sur lequel on a travaillé récemment à la Fondation. Donc, c'est très simple. En fait, les intervenants ont simplement regroupé les différents travailleurs qu'on a, puis ont fait un jeu du téléphone arabe avec eux en leur expliquant avec théorie, avec des mises en situation, tout ça. Puis les travailleurs apprécient beaucoup là, de se retrouver entre eux un petit peu à l'extérieur du travail pour parler de ces différents enjeux-là. Puis on a vraiment vu des résultats, entre autres au niveau du mémérage, puis d'autres situations là, qu'on a travaillé à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour vous dire que dans nos formations, oui, on montre tout le côté théorique de l'emploi, mais on parle aussi savoir-être, comportement et de l'autodétermination que je vais laisser Martin Cahouette là, vous présenter plus en profondeur. Ben, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Sylvie. Effectivement, du côté de l'autodétermination, puis où est-ce que l'autodétermination entre en ligne de compte dans tout ça, c'est certain que si on se centre uniquement sur l'apprentissage de la tâche technique, on sait, puis c'est bien démontré aussi sur le plan de la littérature scientifique, que ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui fait d'un travailleur un travailleur efficace, c'est un travailleur aussi qui va adopter certains comportements qui sont des comportements qui sont fonctionnels, qui vont lui permettre d'entrer en relation, d'entrer en interaction et surtout de faire face aux différents imprévus également qu'on va nécessairement un jour ou l'autre avoir à composer quand on est dans un contexte de travail. Donc, il y a des capacités qui sont liées à l'autodétermination. Puis dans la méthode de formation, comme Stéphanie vient de le dire, ce n'est pas tout de savoir la tâche technique. Encore faut-il aussi adopter une attitude, un savoir-être, en fait, qui est en adéquation avec ce qui est attendu. Donc, ici, quelques éléments, en fait, là, qui sont importants. Et je vous ai mis le premier exemple, qui est celui de savoir prendre des initiatives. Parce que l'efficacité dans un milieu de travail ne vient pas simplement du fait d'avoir des compétences intellectuelles ou certaines capacités intellectuelles particulières, mais notre aptitude, en fait, à prendre des initiatives pour, par exemple, résoudre certains problèmes qu'on rencontre dans le cadre du travail, aller chercher du soutien dont on a besoin, bref, faire face à tous les imprévus qui peuvent se poser quand on est dans un contexte de travail. Donc, une compétence, par exemple, comme le fait de savoir prendre une initiative tout en assurant sa sécurité, en étant capable d'aller chercher le soutien nécessaire, c'est un exemple, en fait, qui fait en sorte que l'autodétermination devient un peu une espèce de filigrane qui va permettre aux travailleurs de se développer, puis en même temps d'être capable d'apprendre à se connaître dans ses compétences, dans ses préférences, dans ses aptitudes, puis d'être capable également de pouvoir contribuer à la vie de l'entreprise. Le troisième élément, en fait, au niveau de la contribution à la vie de l'entreprise, justement, c'est vraiment de voir le travailleur non pas comme quelqu'un de passif qui a un rôle purement instrumental dans l'entreprise, donc il fait cette tâche-là X dans un coin, mais d'avoir une participation réelle, c'est-à-dire d'être en interaction avec les autres travailleurs de l'entreprise, d'avoir sa contribution à part égale, puis de le percevoir également au sein de l'entreprise comme étant une personne qui peut effectivement avoir une contribution à la vie de l'entreprise, donc de participer à la dynamique, à la rentabilité également de ce milieu. Peut-être m'amener à la prochaine, Stéphanie. Donc, la vision de la personne et de sa contribution, en fait, c'est d'abord de percevoir le travailleur comme une personne proactive. Puis là-dessus, j'insiste parce qu'il y a beaucoup notamment d'approches. Puis dans les dernières années, en fait, il y a certains modèles d'intégration au travail qui évaluaient souvent la personne uniquement dans sa capacité à produire une tâche. Donc, est-elle capable de produire une tâche, de répondre aux demandes qui lui sont formulées, alors que la vie dans une entreprise, c'est beaucoup plus complexe que ça. Imaginons que je suis une personne qui a une déficience intellectuelle ou une personne qui est autiste et qu'on me fait une demande dans le cadre de mon emploi. Et moi, je suis conscient que la demande qu'on me fait, il y a peut-être une erreur, peut-être que mon superviseur a oublié quelque chose, peut-être que mon superviseur qui me fait cette demande-là a peut-être pas perçu quelque chose que moi j'ai vu. Comme travailleur, j'ai tout intérêt, par exemple, à le dire, à le nommer, à souligner, en fait, peut-être ce qui est problématique. Donc, on ne veut pas, puis là, un peu comme Stéphanie tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression qui est la plus éloquente, on ne veut pas des yes men, des yes women, on veut des gens qui vont avoir une réelle
participation dans l'entreprise. Donc, le caractère proactif des personnes devient quelque chose d'important. Il y a toute la notion aussi de présumer de la compétence de la personne. Et c'est ça qui est formidable avec cette approche, avec le modèle que la Fondation développe. C'est cette idée-là de dire on va travailler et on va prendre le temps nécessaire pour que la personne puisse développer des compétences qui sont utiles à l'entreprise, mais que l'entreprise puisse aussi percevoir ses compétences, les compétences de la personne et lui offrir peu à peu aussi des nouvelles opportunités à l'intérieur du milieu. Donc, la présomption de compétences, c'est un élément clé, c'est un élément de base, en fait, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que ce soit sur le marché du travail ou ailleurs. Mais cette présomption-là, en fait, elle devient un peu le fil conducteur. Et c'est pour ça que l'éloignement de la notion de réussite ou échec, c'est une façon aussi de se rapprocher davantage d'une vision d'apprentissage et de développement de la compétence. L'autre élément aussi, puis moi, ce que je trouve qui est important là-dedans, puis le travail avec Sylvie et avec Stéphanie, moi, m'a beaucoup amené ça. Leur regard d'entrepreneur aussi, c'est un regard où on se questionne sur des enjeux de rentabilité de l'entreprise. Et l'idée ici, c'est de percevoir aussi la plus-value de la personne en situation de handicap comme un élément distinctif de l'entreprise. Donc, un atout, un apport, une façon pour l'entreprise de se distinguer parce qu'en valorisant l'inclusion de personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou autistes dans son entreprise, c'est aussi une façon de témoigner d'une vision sociale, de répondre aussi à la mission sociale des entreprises. C'est une façon aussi ça dit quelque chose de l'entreprise aux autres employés, à l'ouverture de cette entreprise-là. Donc, il y a quelque chose aussi, une volonté claire de faire en sorte que leur présence n'est pas simplement là, une bonne conscience qu'on se donne comme une entreprise, mais un atout qu'on vient saisir aussi pour le développement de l'entreprise et son positionnement. Donc ça, là-dessus, là, je pourrais me lancer encore longtemps, mais c'est quelque chose que je trouve qui est au cœur et qui est fondamental dans cette perspective. Alors, peut-être, Stéphanie, tu peux m'amener dans le troisième élément, en fait, au niveau de l'implantation en entreprise, en fait, au niveau de l'implantation, puis peut-être m'amener à la prochaine. Il y a vraiment cette idée-là, puis c'est là aussi qu'est la contribution de la chaire autodétermination et handicap. C'est l'idée, en fait, de faire en sorte que là, le modèle qui a été développé, qui est en cours d'expérimentation, qui va petit à petit aller vers d'autres entreprises aussi. L'idée, en fait, c'est d'en arriver à développer ce modèle-là et en venir, en fait, à une certaine validation. Validation, en fait, dans l'implantation, validation aussi de la mise en œuvre de ce modèle-là. Sachant que selon les entreprises, selon la nature des entreprises, il y a des dynamiques différentes dans les entreprises, puis qu'il y aura certainement des ajustements en cours de route, qu'il y aura certainement, en fait, des éléments qui sont toujours particuliers selon les contextes des entreprises, mais l'idée étant vraiment de venir valider ce modèle-là pour qu'il puisse être répliqué un peu partout ailleurs. Donc, c'est aussi une façon de répondre aux besoins des entreprises. On est en ce moment dans une convergence qui est probablement unique, c'est-à-dire une pénurie d'employés dans plusieurs domaines, une volonté plus grande, en fait, d'aller vers une inclusion des personnes en situation de handicap, mais inclusion de tous les gens, disons, qui sont issus de la diversité dans notre société et une relance, en fait, qu'on va voir comment elle va s'opérer, une relance, appelons-la, post-pandémique, là, qui va amener nécessairement à revoir, en fait, la culture des entreprises, puis à revoir, en fait, notre façon, notre rapport au marché du travail. Donc, les entreprises, en fait, ont tout intérêt, je dirais, à saisir cette opportunité-là dans notre contexte actuel. Et l'idée, en fait, c'est de voir aussi comment on peut transformer, en fait, ce qui sera développé dans les expériences en cours en outils qui vont permettre d'accompagner puis qui vont être évolutifs aussi dans la mise en œuvre de ce modèle-là, sachant que c'est un modèle, en fait, qui va être appelé à évoluer, à se construire, puis à se bonifier, en fait, à chacune de ces implantations en entreprise. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur les délais de temps, fait que je pense que je te laisse la suite, Sylvie. Je vais allumer le micro. Alors, c'est moi qui ai la chance de faire la conclusion. Donc, merci Martin, merci Stéphanie. C'est très intéressant, moi je trouve, en tout cas. Le modèle, il est bâti justement à partir de nos observations, des besoins qu'on a identifiés.
Euh, et on croit vraiment que notre modèle est capable de répondre à ces besoins. Entre autres, il permet vraiment l'inclusion des travailleurs en tant qu'employés à part entière dans l'entreprise. Il permet aussi un contrôle du rythme d'apprentissage et puis un accompagnement selon le besoin réel de la personne. Aussi, ben, les entreprises peuvent demeurer compétitives pendant la période de formation, puis ils ont accès à un accompagnement d'un intervenant spécialisé. Je ne sais pas si on a nommé, mais l'intervenant EDI est embauché par l'entreprise. Il demeure toujours, il est toujours là au sein de l'entreprise. Et il permet aussi aux parents, aux tuteurs d'entreprendre une démarche d'employabilité qui est peut-être un peu plus claire, qui va être un peu plus encadrée, puis qui offre des possibilités plus rassurantes à long terme pour leurs enfants. Et moi, je conclurais en vous disant qu'il y a plusieurs années, Martin m'a dit, moi, j'aimerais ça qu'un jour, on puisse aller chercher, trouver de l'emploi pour les personnes, aller voir les entreprises, trouver de l'emploi pour les personnes avec une différence intellectuelle, sans aller les supplier, sans aller leur demander, mon Dieu, soyez donc gentils, engagez donc mon fils, ma fille ou cet enfant-là ou une personne. Bien, tu sais, je pense que depuis ce temps-là qu'on s'emploie à essayer de trouver cette solution-là, et maintenant, on arrive avec un guide, des outils à l'entreprise qui peut dire, ben oui, moi, je peux, oui, intégrer des personnes, je suis outillée, puis il y a une plus-value, il y a un avantage, puis pour moi, ça va être bon. C'est pas juste que je suis fin de le faire, ça va être bon pour tout le monde. Alors, ben en bref, tout le monde y gagne. Merci.